Mon beau-frère m'a harcelé pendant 12 ans, et j'ai enfin réussi à lui faire infliger une peine de prison à perpétuité pour ce qu'il m'a fait, ainsi qu'à d'autres. Mais maintenant, ma sœur me poursuit en justice parce que j'ai soi-disant ruiné sa vie en faisant cela. Je ne sais même pas par où commencer. Je porte ce fardeau depuis si longtemps, et j'ai l'impression que je vais exploser si je ne le libère pas. J'ai besoin de tout dire, parce que le contexte compte, même si cela fait mal. Désolé si c'est long, je ne sais pas encore, avant de commencer à écrire, mais il y a beaucoup à raconter. Le contexte, c'est ceci, j'ai 18 ans, et ma sœur en a 32. Elle a épousé son mari, appelons-le Raymond, pour des raisons légales si nécessaires, quand je n'avais que 6 ans. Je me souviens d'avoir été tellement excité pour le mariage, je crois que c'était le premier dont je me rappelle. Ma famille le présentait comme un événement magique, et j'étais la petite demoiselle d'honneur. Je me sentais comme une princesse, marchant dans l'allée avec ma petite robe, jetant des pétales de fleurs partout. À l'époque, je pensais que Raymond était quelqu'un de génial. Il était drôle, il faisait attention à moi et semblait être le parfait ajout à notre famille. Mais la réalité était très loin de ça. La première fois que quelque chose s'est produit, j'avais 6 ans. C'était seulement quelques mois après le mariage. Raymond venait souvent chez nous, et mes parents lui faisaient une confiance totale, après tout, il faisait partie de la famille. Un jour, mes parents étaient occupés dans la cuisine et j'étais sur le canapé en train de regarder la télévision. Raymond s'est assis à côté de moi et au début, cela semblait normal, mais ensuite il a posé sa main sur ma cuisse et a commencé à la caresser. J'ai commencé à me sentir bizarre et mal à l'aise, mais je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a rapproché de lui et m'a murmuré « Ce sera notre petit secret, d'accord ?» Je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté figé. Je ne savais même pas comment comprendre ce qui se passait. Après cela, les choses ont empiré. Ces petits moments, comme il les appelait, ont commencé à se produire de plus en plus souvent. Je ne savais même pas comment comprendre ce qui se passait. Après cela, les choses ont empiré. Ces petits moments, comme il les appelait, ont commencé à se produire de plus en plus souvent. Il trouvait toujours un moyen d'être seul avec moi, en proposant de m'emmener à l'école, de me garder quand mes parents n'étaient pas à la maison, ou en venant quand il savait que personne d'autre ne serait là. À l'âge de 10 ans, la situation avait dégénéré. Il a commencé à se montrer à moi et à me forcer à le toucher. J'étais terrorisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que c'était mal. Je ne savais simplement pas comment l'arrêter. Quand j'ai eu 11 ans, j'ai enfin trouvé le courage d'en parler à ma mère. Je me souviens être assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes, essayant d'expliquer ce que Raymond me faisait. Mais au lieu de me réconforter ou de se mettre en colère contre lui, elle m'a simplement regardé avec une expression vide. Puis elle a dit « Ne raconte pas d'histoire sur le mari de ta sœur. C'est un homme bien, il prend soin d'elle. Tu dois sûrement imaginer des choses. » Quand j'ai essayé d'insister, elle s'est mise en colère et m'a ordonné de ne plus jamais en parler. Ça m'a complètement brisé. J'ai eu l'impression que personne ne me croirait jamais. En grandissant, j'ai commencé à éviter les réunions de famille. Je trouvais toujours des excuses, les devoirs, la fatigue, des sorties avec des amis, n'importe quoi pour éviter d'être dans la même pièce que Raymond. Mes parents et ma sœur pensaient que j'étais simplement une adolescente rebelle. Ma sœur se plaignait sans cesse que je gâchais les moments en famille en ne venant pas. Elle n'avait aucune idée que tout ce que je voulais, c'était me protéger de son mari. À 14 ans, les choses sont devenues encore plus effrayantes. Raymond a commencé à apparaître près de mon école. Il restait assis dans sa voiture et m'observait de l'autre côté de la rue. Il m'envoyait des messages depuis des numéros inconnus, décrivant ce que je portais ce jour-là et me disant qu'il me regardait toujours. J'avais l'impression de ne pas pouvoir lui échapper. Je regardais sans cesse derrière moi, terrifié de ce qu'il pourrait faire ensuite. J'ai voulu en parler à plusieurs reprises, mais après ce qui s'était passé avec ma mère, j'étais persuadé que si je disais quoi que ce soit, Raymond deviendrait encore plus dangereux. J'étais complètement terrorisé par les conséquences. J'ai essayé d'en parler à ma sœur une fois, quand j'avais 15 ans. Nous étions seuls, ce qui arrivait rarement, et j'ai pensé qu'elle me croirait peut-être. Mais avant même que je ne termine de lui expliquer, elle m'a giflé. Elle m'a accusé d'essayer de détruire son mariage parce que j'étais jalouse de sa vie parfaite. J'ai gardé la marque rouge sur le visage pendant des heures. Mais en rentrant à la maison, mes parents n'ont même pas demandé ce qui s'était passé. C'était comme s'ils refusaient de voir ce qu'ils avaient sous les yeux. À 16 ans, j'étais un désastre, crise d'anxiété sévère, dépression. J'ai commencé à voir la conseillère scolaire, car je n'arrivais plus à gérer seul. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais j'avais trop peur de lui dire la vérité. J'avais peur qu'elle ne me croie pas, tout comme ma famille. Alors j'ai tout gardé pour moi, et cela m'a rongé de l'intérieur. Puis, à 17 ans, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'étais à une fête avec des amis et j'ai entendu une fille d'un autre lycée parler d'un homme plus âgé bizarre qui la harcelait. En la décrivant, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. C'était Raymond. Elle parlait des mêmes choses, les contacts accidentels, la manière dont il allait toujours plus loin, les menaces pour la faire taire. J'ai eu envie de vomir. Quand elle a terminé,
Je suis allé la voir et je lui ai demandé plus de détails. Elle a tout décrit, comment il cherchait des moyens d'être seul avec elle, comment il la faisait se sentir piégée et effrayée. C'était exactement ce que j'avais vécu. Pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas seul. Et peut-être que, s'il y en avait d'autres, les gens finiraient enfin par nous croire. J'ai passé les mois suivants à rassembler des preuves. Ce n'était pas facile, et certainement pas quelque chose que j'aurais imaginé devoir faire un jour, mais je savais que je devais me protéger et m'assurer que Raymond ne puisse plus faire de mal à personne. J'ai commencé à enregistrer les appels quand il téléphonait, même s'il faisait attention à ne rien dire d'explicite. J'ai sauvegardé chaque message inquiétant qu'il m'envoyait, même ceux provenant de numéros inconnus. Même ceux qui me donnaient des frissons rien qu'en les voyant. J'ai même installé une caméra cachée dans ma chambre après qu'il ait laissé entendre qu'il voulait venir me voir la nuit. C'était risqué et j'étais terrifié, mais j'étais désespéré. Il me fallait une preuve qu'il était bien le monstre que je savais qu'il était. Puis j'ai recontacté la fille de la fête. Elle s'appelait Amber. Quand je lui ai dit que l'homme qui la harcelait était mon beau-frère, elle a été complètement sous le choc. Nous avons fini par parler pendant des heures, en comparant nos témoignages et nos expériences. C'était comme si nous vivions le même cauchemar. Elle avait, elle aussi, des preuves, des captures d'écran de messages, des enregistrements d'appels, tout. Ensemble, nous avons commencé à chercher d'autres victimes. Nous ne savions pas combien il y en aurait, mais nous avions le pressentiment qu'il ne s'était pas arrêté à nous. En moins d'un mois, nous avons trouvé 5 autres filles, âgées de 12 à 17 ans. C'était déchirant d'entendre leurs histoires, mais cela m'a aussi fait me sentir moins seul. Le schéma était le même pour toutes. Raymond nous rencontrait grâce à des liens familiaux ou à son travail de conseiller pour jeunes, gagnait notre confiance, puis commençait les abus. Il était stratégique, choisissant des filles vulnérables ou celles dont il pensait qu'on ne les croirait pas. J'en avais la nausée en réalisant à quel point tout cela était calculé. Avec toutes ces preuves, j'ai finalement décidé d'aller voir la police, peu après mes 18 ans. J'étais terrifié, mais le fait d'avoir Amber et les autres filles à mes côtés m'a donné de la force. L'enquêtrice qui a recueilli nos dépositions a été meilleure que n'importe quel adulte qui nous avait laissé tomber auparavant. Elle nous a cru immédiatement et nous a assuré que nous avions bien fait. Ce fut un immense soulagement de voir enfin quelqu'un en position d'autorité nous prendre au sérieux. L'enquête a ensuite avancé très vite. Ils ont trouvé d'autres preuves sur l'ordinateur de Raymond, des images, des vidéos, des discussions avec d'autres prédateurs, où ils échangeaient des techniques pour manipuler les jeunes filles. Ils ont aussi retrouvé les téléphones qu'il utilisait pour nous contacter et les messages. C'était encore plus horrible que tout ce que j'avais pu imaginer. J'en étais malade de savoir qu'il faisait ça depuis des années, et que je n'étais qu'une parmi tant d'autres. Raymond a été arrêté. 3 semaines plus tard, le procureur l'a inculpé de multiples chefs d'accusation, agression sur mineurs, possession de matériel pédopornographique, harcèlement, et bien d'autres crimes. Les preuves étaient accablantes, et la libération sous caution a été refusée en raison de la gravité des faits et du danger qu'il représentait pour la communauté. C'était une petite victoire, mais je savais que le plus difficile restait à venir. Le procès a été éprouvant, bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai dû témoigner, tout comme les autres filles. Nous avons dû nous asseoir dans la même pièce que Raymond et décrire en détail ce qu'il nous avait fait. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Ma sœur était assise derrière lui chaque jour, me lançant des regards haineux, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, comme si j'avais détruit son mariage et sa vie. Mes parents venaient de temps en temps, mais ne s'asseyaient jamais de mon côté de la salle d'audience. Ça m'a fait tellement mal de voir qu'il continuait à le choisir, lui, plutôt que moi. À ce moment-là, j'avais déjà quitté la maison, car y rester était devenu impossible. Au final, le jury a déclaré Raymond coupable sur tous les chefs d'accusation. En raison du nombre de victimes, de la durée des abus et du caractère calculé de ses crimes, le juge l'a condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a spécifiquement mentionné l'abus de sa position de confiance, à la fois en tant que membre de la famille et en tant que conseiller, comme circonstance aggravante. C'était un immense soulagement, mais cela ne ressemblait pas à la victoire que j'avais imaginée. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais que, peut-être, ma famille finirait par voir la vérité et s'excuser de ne pas m'avoir cru toutes ces années. Je me trompais. Le lendemain du verdict, ma sœur s'est présentée à mon appartement. Elle était hystérique, criant que j'avais tout inventé pour attirer l'attention. Elle disait que Raymond était un bon mari et que je mentais pour envoyer un homme innocent en prison. Elle m'a même accusé d'avoir manipulé les autres filles pour qu'elles mentent elles aussi. Avant de partir, elle m'a dit qu'elle allait me poursuivre pour diffamation et que je paierais pour ce que j'avais fait à sa famille. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ça, elle refusait encore de voir la vérité. Le lendemain, mes parents m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils étaient déçus de moi, que j'avais détruit la famille. Ils ont ajouté que, même si ce que je disais était vrai, ils ne l'admettraient jamais complètement. Selon eux, faire appel à la police avait été la pire décision, car désormais, il faisait partie de l'histoire, la famille de Raymond. Même une condamnation prononcée par un juge, avec toutes les preuves que nous avions fournies,
ainsi que la quantité massive de documents retrouvés sur son ordinateur et ailleurs, des preuves auxquelles lui seul avait accès, n'a pas suffi à convaincre ma propre famille. Et maintenant, ma sœur a porté plainte contre moi. Elle affirme que j'ai intentionnellement fait de fausses accusations contre son mari pour détruire son mariage par jalousie. Elle réclame des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, perte de relations conjugales et atteinte à sa réputation dans la communauté. Mes parents la soutiennent. Ils vont même jusqu'à aider à payer l'avocat. Le reste de la famille élargie a, pour la plupart, pris son parti. Seule ma grand-mère et une cousine ont pris contact avec moi pour me soutenir. Je suis terrifié. Je sais que la vérité est de mon côté, mais j'ai déjà tellement souffert. L'idée de devoir affronter une autre bataille judiciaire, surtout contre ma propre famille, même avec les preuves en ma faveur, est accablante. J'essaie encore de surmonter le traumatisme des abus et du procès pénal, et je ne veux pas revivre tout cela simplement parce que ma sœur veut protéger un prédateur. Tout cela me donne l'impression que dénoncer Raymond a été la pire décision, parce qu'au lieu d'apporter la paix, cela a entraîné encore plus de problèmes. Je ne dis pas que c'était une erreur de le signaler. Si cela permet d'éviter qu'il y ait d'autres victimes, alors c'est déjà ça de gagner. Mais en même temps, cela ne m'a pas apporté la paix, c'est tout le contraire. Mise à jour, merci infiniment pour tout votre soutien. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à autant que possible. Certaines personnes m'ont demandé si j'avais une aide juridique. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je me renseigne auprès de groupes de soutien aux victimes dans ma région pour trouver un avocat pro bono, bénévole. Je ferai une mise à jour dès que j'en saurai plus. Mise à jour 1. Je suis encore en train de lire tous vos commentaires et de réaliser tout le soutien incroyable que j'ai reçu. C'est difficile de mettre en mots ce que cela représente d'être enfin cru, après tant d'années à être mise de côté par ceux qui auraient dû me protéger. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que, peu importe à qui j'en parlerais, Raymond gagnerait toujours. Aujourd'hui, savoir qu'il y a des gens là-dehors qui me comprennent et me soutiennent est un immense soulagement. J'ai perdu à la loterie de la famille, mais voir qu'il existe des personnes qui ne sont pas comme eux apporte un peu de paix à mon âme. J'ai repris contact avec l'avocate des victimes qui m'avait accompagné pendant le procès pénal. Elle a été formidable et m'a mise en relation avec un avocat spécialisé dans les affaires de diffamation. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a accepté de prendre mon dossier pro bono, parce qu'il est totalement révolté par le comportement de mes parents, ce qui est une aide énorme, car je n'ai clairement pas les moyens de me battre seul dans une telle affaire. Nous avons eu notre première rencontre hier, et honnêtement, ça a été un immense soulagement de parler à quelqu'un qui comprend vraiment. Il m'a assuré que la plainte de ma sœur avait très peu de chances d'aboutir, ce que je soupçonnais déjà, mais aussi qu'il ferait tout pour limiter les tentatives visant à me forcer à témoigner ou à revivre ce que j'ai enduré, ce qui m'a ôté un énorme poids. Il m'a expliqué que la vérité est une défense absolue en cas de diffamation, et que la condamnation pénale prouve que tout ce que j'ai dit à propos de Raymond est vrai. Il a également précisé que, puisque cette affaire relève de l'intérêt public, la protection d'autres victimes potentielles, je serais probablement protégé, même si un détail mineur s'avérait inexact. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas le cas. C'est réconfortant de savoir que la loi est de mon côté, même si ma famille ne l'est pas. L'avocat prépare une demande de rejet de la plainte et se dit assez confiant sur ses chances de succès. Il envisage aussi de déposer une contre-plainte pour poursuites abusives et détresse émotionnelle si ma sœur ne retire pas volontairement sa plainte. Et il y aura une surprise quand nous en aurons terminé avec notre défense. Honnêtement, l'idée d'une nouvelle bataille judiciaire m'épuise, mais si c'est nécessaire, je le ferai. Je ne la laisserai pas m'intimider au point de me réduire au silence. Hier, j'ai reçu une copie de la plainte, et laissez-moi vous dire, c'est encore pire que ce que je pensais. Ma sœur prétend que j'ai fabriqué des preuves, que j'ai coaché les autres victimes sur ce qu'elles devaient dire, et que j'ai manipulé la police ainsi que le procureur. Elle demande 2 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui est complètement insensé. La plainte inclut même des déclarations de mes parents appuyant ces accusations, disant que j'ai toujours été instable et que je cherche simplement l'attention. Lire leurs mots ne m'a pas surprise, mais c'était un coup direct, venant de ma propre famille. C'est une chose de ne pas me croire, mais m'accuser d'avoir orchestré une conspiration pour piéger un homme innocent, comme une manipulatrice de génie, ça, c'est une douleur d'un autre niveau. Peut-être que le poids du nom de famille est trop important pour eux, même si je continuerai à les appeler ainsi pour garder la cohérence de l'histoire. Au moins, il y a une bonne nouvelle, Amber et les autres filles m'ont contacté pour me soutenir. Elles sont prêtes à fournir des témoignages confirmant que je ne les ai jamais influencées ni dirigées dans leurs déclarations. L'enquêtrice qui s'est occupée de notre dossier a également proposé de témoigner si nécessaire. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas seul, et que des gens sont prêts à défendre la vérité. Je vis chez ma grand-mère depuis le début de cette nouvelle épreuve, et elle a été mon pilier. Elle regrette de ne pas avoir agi plus tôt et m'a promis de me soutenir dans cette nouvelle bataille. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pu faire, elle ne savait rien, et Raymond ne l'avait jamais prise pour cible. Je regrette de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, mais le fait que ma mère, ma sœur, et dans une certaine mesure mon père, ne m'aient pas cru m'a complètement refermé sur moi-même. Concernant ma santé mentale, j'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans le traumatisme et la trahison familiale. C'est encore le début, mais le simple fait d'avoir un espace sur où parler m'aide déjà.
Ce n'est pas quelque chose qui se résoudra en quelques jours, semaines ou mois, mais c'est un bon début, même si les séances sont éprouvantes. Je continuerai à vous tenir au courant dès que j'aurai plus de nouvelles concernant la procédure. Merci encore pour tout votre soutien et vos conseils. Vous êtes formidables, et honnêtement, j'aimerais que vous soyez ma famille, plutôt que celle que j'ai eue. Mise à jour 2. Hier, j'ai reçu une lettre de cessation et d'abstention, CAZN2IST, de l'avocat de ma sœur, m'ordonnant d'arrêter de diffuser de fausses informations sur son mari sur les réseaux sociaux et auprès de mes amis. Le plus ironique, c'est que je n'ai rien publié publiquement à ce sujet, à part ce post anonyme sur Reddit, donc je ne vois même pas de quoi il parle. Mon avocat pense que c'est juste une tactique d'intimidation, pour me faire peur et me pousser à abandonner. Mais honnêtement, après tout ce que j'ai vécu, je ne me laisse plus intimider aussi facilement. C'est quand même frustrant de devoir gérer ce genre d'absurdité par-dessus tout le reste. Mais la vraie bombe est tombée hier soir. Ma grand-mère a reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère, avec une nouvelle très importante. Apparemment, ma cousine Émilie, qui a 17 ans, vient d'avouer que Raymond avait tenté de l'agresser lors d'une réunion de famille il y a 2 ans. Émilie avait trop peur pour en parler à qui que ce soit, parce qu'elle avait vu comment ma famille m'avait traité quand j'avais dénoncé ce que Raymond m'avait fait. Ça me brise le cœur. Ma tante est furieuse contre mes parents et ma sœur. Elle a appelé ma mère et a laissé éclater des années de soupçons et de colère refoulée. Apparemment, plusieurs membres de la famille avaient remarqué le comportement inapproprié de Raymond envers de jeunes filles au fil des années, mais il s'était tu, pour préserver la paix. Aujourd'hui, ma tante est devenue une alliée inattendue et essaie de convaincre d'autres membres de la famille de me soutenir. C'est étrange de penser qu'après tout ce temps, les gens commencent enfin à voir la vérité. En même temps, c'est révoltant qu'il n'ait pas parlé plus tôt. Ce matin, j'ai appris que ma sœur avait contacté les autres victimes, essayant de les pousser à se rétracter. Elle leur aurait proposé de l'argent et aurait fait des menaces voilées en disant qu'elle révélerait des informations privées si elles refusaient de coopérer. C'est écœurant. Mais l'une des filles a enregistré la conversation et l'a déjà remise à la police. Mon avocat dit que cela pourrait constituer une subornation de témoins et une entrave à la justice, des crimes graves. Ma sœur s'est donc peut-être attirée encore plus d'ennuis. La procureure qui avait mené le procès de Raymond m'a contacté directement. Elle s'inquiète du comportement de ma sœur et veut s'assurer que je suis en sécurité. Elle s'intéresse aussi aux nouvelles informations d'Émilie et a demandé si celle-ci accepterait de faire une déposition officielle. La procureure a mentionné qu'ils enquêtaient désormais pour savoir si ma sœur connaissait le comportement de Raymond et si elle avait pu, d'une certaine manière, faciliter ses crimes, en continuant à le présenter aux réunions de famille alors qu'elle savait qu'il représentait un danger. C'est une vérité difficile à encaisser. Une partie de moi se sent soulagée que la vérité éclate enfin, mais une autre partie est anéantie à l'idée que ma sœur ait pu savoir ce qui se passait et l'ait permis. Je ne veux pas croire qu'elle puisse être aussi froide, mais ses actions depuis l'arrestation de Raymond me font douter de tout ce que je pensais savoir sur elle. Mon avocat a désormais déposé officiellement la demande de rejet de la plainte de ma sœur. Il prépare aussi une ordonnance restrictive contre elle, à cause de son harcèlement envers moi et les autres victimes. Il m'a conseillé de couper tout contact avec ma sœur et mes parents pour le moment, ce qui, honnêtement, n'est pas difficile. J'ai aussi appris que mes parents racontaient dans leur communauté religieuse que je suis mentalement instable et que j'ai tout inventé pour attirer l'attention. C'est très douloureux, mais pas surprenant. Ce qui m'a étonné, c'est que plusieurs membres de l'Église m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils ne croyaient pas la version de mes parents et qu'ils me soutenaient. C'est fou de voir que des inconnus me croient plus facilement que ma propre famille, mais je leur suis infiniment reconnaissante. Ma thérapeute m'a suggéré de rejoindre un groupe de soutien pour les victimes d'abus et de trahison familiale. J'y réfléchis, même si l'idée de partager mon histoire avec des inconnus m'intimide. Mais cela pourrait m'aider à parler avec des personnes qui comprennent ce que je vis. J'essaie donc de rester ouverte à cette possibilité. Merci de continuer à être là, à me lire et à me soutenir dans tout cela. Mise à jour 3. D'abord, une bonne nouvelle, la plainte de ma sœur contre moi a été rejetée avec préjudice. Cela signifie que c'est terminé pour de bon. Elle ne pourra plus jamais me poursuivre pour la même chose. Le juge n'a pas mâché ses mots, il a déclaré que cette plainte était une tentative évidente de représailles contre une victime de crimes graves, et qu'elle n'avait aucun fondement juridique. C'était un immense soulagement à entendre, mais ce n'est pas encore fini. Mon avocat prépare désormais une contre-plainte contre ma sœur pour poursuites abusives et détresse émotionnelle. Honnêtement, je n'ai jamais voulu en arriver là, mais après tout ce qu'elle m'a fait subir, je n'ai plus d'autre choix que de me défendre. Mon avocat prépare également une action en justice contre ma mère, car elle savait, je lui avais tout raconté, et elle a choisi de ne rien faire. Cela relève de la négligence parentale, et nous allons poursuivre cette voie. Et maintenant, la bombe, ma sœur a été arrêtée. Je n'arrive toujours pas à croire que j'écris ces mots. Après l'enquête sur la subornation de témoins, la police a obtenu un mandat pour fouiller sa maison et ses appareils électroniques. Ce qu'ils ont découvert est absolument accablant. Il y avait des emails et des messages datant de plusieurs années prouvant qu'elle savait pour le comportement de Raymond. Je parle de messages où elle ridiculisait les victimes qui tentaient de la prévenir, et d'autres où elle semblait aider à couvrir ses crimes en discréditant les plaignantes et en lui fabriquant des alibis.
C'est comme si elle avait activement protégé un prédateur, tout en sachant exactement ce qu'il faisait. Mais le pire, c'est qu'ils ont trouvé des preuves montrant qu'elle avait versé un règlement financier à un ancien employeur de Raymond, une organisation sportive pour jeunes, après que des accusations aient émergé là-bas. Au lieu de le dénoncer ou d'avertir qui que ce soit, ils ont signé un accord de confidentialité, NDA, et payé pour étouffer l'affaire. C'est ce qui lui a permis de continuer à abuser d'autres filles, y compris moi. C'est répugnant. La procureure a inculpé ma sœur pour entrave à la justice, subornation de témoins, et non-dénonciation d'abus sur mineurs. Elle fait aussi l'objet d'une enquête en tant que complice potentielle dans certains des crimes de Raymond. Elle est actuellement en liberté sous caution, mais soumise à une ordonnance d'interdiction de contact avec moi ou avec les autres victimes. C'est irréel de penser que ma propre sœur a pu être impliquée dans quelque chose d'aussi monstrueux. Pendant ce temps, mes parents sont dans un déni total. Ils insistent sur le fait que ma sœur est innocente et qu'elle est victime d'une persécution à cause de mes mensonges. Ils ont même hypothéqué leur maison pour payer sa défense. Mon père m'a appelé hier, hurlant que j'avais détruit la famille et exigeant que je retire toutes mes fausses accusations contre Raymond et ma sœur. J'ai raccroché. Je n'ai plus l'énergie de gérer leur délire. Ma famille est complètement fracturée. Ma tante et plusieurs de mes cousins sont de mon côté, ce qui m'aide énormément. Mais d'autres continuent de défendre ma sœur et mes parents. Ma cousine Émilie a fait preuve d'un courage immense. Elle a fait une déposition officielle à la police concernant son expérience avec Raymond, et je suis tellement fier d'elle d'avoir parlé. Ce n'est jamais facile d'élever la voix, surtout après avoir vu comment les autres victimes ont été traitées, mais elle l'a fait, et je sais que cela fera une vraie différence. Au milieu de tout ce chaos, j'ai reçu un soutien inattendu de ma communauté. Depuis l'annonce de l'arrestation de ma sœur, plusieurs nouvelles victimes se sont manifestées. Apparemment, les abus de Raymond étaient encore plus étendus que nous ne le pensions au départ. L'enquêtrice m'a dit qu'ils enquêtaient désormais sur au moins 15 victimes potentielles sur une période de plus de 10 ans. C'est terrifiant de penser à toutes les vies qu'il a détruites, mais je suis soulagé que les gens commencent enfin à parler. Ma grand-mère a officiellement modifié son testament pour retirer mes parents et ma sœur, disant qu'elle ne supportait pas l'idée que son argent revienne à des personnes qui ont protégé un prédateur plutôt qu'un enfant innocent. Elle a également commencé les démarches pour mettre son appartement à mon nom, afin que j'aie toujours un endroit sur où vivre. Je ne sais même pas comment la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. L'avocat qui s'occupe de ma contre-plainte a été contacté par une grande organisation de défense des droits des victimes. Ils veulent m'aider à financer ma bataille judiciaire et peut-être utiliser mon affaire pour établir un précédent juridique afin de protéger les victimes confrontées à des représailles de leur propre famille. Ils m'ont aussi proposé un emploi à temps partiel pour aider d'autres jeunes survivants, ce qui m'aidera financièrement pendant que je réfléchis à ce que je veux faire de mon avenir. C'est incroyable de voir à quel point les gens se mobilisent pour m'aider. J'ai commencé à assister au groupe de soutien que ma thérapeute m'avait recommandé, et cela m'a énormément aidé. Le simple fait d'être entouré de personnes qui comprennent ce que cela fait d'être trahi par ceux qui sont censés vous protéger est profondément réparateur. L'un des membres du groupe est étudiant en droit spécialisé dans les droits des victimes, et il m'a énormément éclairé sur les aspects juridiques. Quant à ma santé mentale, j'ai des bons jours et des mauvais jours. Tant de vies ont été affectées, y compris la mienne. Mais quand je pense aux autres victimes, surtout les plus jeunes, qui n'auraient peut-être jamais trouvé le courage de parler si nous n'avions pas commencé tout cela, et quand je pense à toutes les potentielles victimes qui ne le seront jamais maintenant que Raymond est derrière les barreaux, je sais que tout cela en valait la peine. Les batailles judiciaires sont loin d'être terminées. Le procès pénal contre ma sœur et ma mère ne fait que commencer, et ma contre-plainte prendra probablement encore plusieurs mois à se résoudre. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que je ne me bats plus seul. J'ai ma grand-mère, ma tante, ma cousine Émilie, mon avocat, ma thérapeute, le groupe de soutien, et même des inconnus sur Internet qui prennent le temps de m'envoyer des mots gentils et des conseils. C'est devenu une bouée de sauvetage dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Ce n'est pas encore fini, mais je suis là, et je continuerai à me battre. Mise à jour 4. Même si mes actions civiles contre ma mère et ma sœur ne sont pas encore terminées, nous avons enfin le verdict concernant les charges criminelles contre ma sœur. Je suis heureuse de dire que, pour avoir aidé et couvert les crimes de Raymond, le juge l'a condamné à 10 ans de prison. Pour avoir dissimulé et aidé à cacher les preuves des crimes de son mari. C'est à la fois libérateur et troublant de voir ma sœur payer pour ce qu'elle a permis. Libérateur, parce qu'une personne qui a mal agi se retrouve enfin là où elle mérite d'être. Troublant, parce que cette personne est ma propre sœur, et qu'elle a permis que moi et d'autres filles soyons victimes d'un monstre comme Raymond. Elle n'a pas directement commis les crimes, donc sa peine n'est pas aussi sévère que la sienne, mais savoir qu'elle passera de nombreuses années en prison me réconforte un peu. Et sa détention n'est pas facile. Cela ne fait même pas un mois qu'elle a été transférée, et elle a déjà été agressée par d'autres détenus. D'après ce que nous savons, elle est maintenant en isolement pour sa protection, car si elle restait en détention générale, il pourrait lui arriver quelque chose de grave. Ils envisagent même de la transférer dans un autre établissement, dans un lieu où des personnes comme elle ne seraient pas attaquées. Quelqu'un, je ne dirai pas qui pour protéger son identité, a suggéré de contacter quelqu'un à l'intérieur de la prison de Raymond,
peut-être un autre détenu, et de lui envoyer une lettre pour qu'il sache ce qu'il a fait. Je comprends à quel point cette idée est tentante, mais nous pourrions être considérés comme complices si quelque chose lui arrivait, alors j'ai fortement déconseillé cette idée. Ma contre-plainte contre ma sœur et ma plainte contre ma mère avancent toujours, et nous devrions avoir la résolution finale d'ici 2 mois. Nous avons déjà eu plusieurs audiences, et les choses se présentent plutôt bien. Cela signifie que ma prochaine mise à jour ne devrait pas tarder. Note, l'idée de la lettre n'était pas la mienne. Je ne cherche pas à être validé pour la faire, contrairement à ce que certains ont supposé. Mise à jour 5. Je ne sais pas par où commencer, car cette mise à jour contient beaucoup de choses. Et tout ce que je dirai en premier semblera effacer le reste. Je pense que je vais commencer par le plus marquant, Raymond est mort. Il a été attaqué en prison, et ils n'ont pas réussi à le placer en isolement avant que cela ne se produise. La personne qui avait évoqué ce plan m'a assuré qu'elle n'avait rien fait, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si elle me dit cela simplement pour que je ne sois pas considéré comme complice. Peut-être que c'est une coïncidence, et j'aimerais le croire. Mais le résultat est là. Et je ne suis pas triste. Honnêtement, parfois je me dis que j'aurais préféré le voir souffrir toute sa vie, plutôt qu'une mort violente qui a tout écourté. Je ne donnerai pas de détails macabres sur la manière dont on l'a retrouvé, tout comme je n'ai pas décrit ce qu'il m'a fait, de peur que mon poste soit supprimé. Mais c'était une mort violente, et il a sans doute souffert, bien que pas autant qu'il l'aurait mérité. Je ne sais pas comment ma sœur a pris la nouvelle, puisqu'elle est toujours en isolement et que les visites sont interdites. Mes parents ont essayé de la voir, mais ils n'ont pas pu. Et tant qu'elle ne sera pas transférée, comme cela semble prévu, ils ne pourront pas la voir. D'ailleurs, son transfert a été programmé vers une prison hors de l'État. Ensuite, mes procès civils, je les ai gagnés. Le juge a ordonné la vente de tous les biens de ma sœur pour payer sa part, et mes parents ont dû vendre leur maison hypothéquée pour me verser leur part des dommages et intérêts. J'ai reçu une indemnisation importante, que je compte utiliser de 2 manières. D'abord, pour moi, je veux acheter une maison, car je ne peux pas vivre éternellement chez ma grand-mère, et je ne veux pas attendre pour hériter. Je pense aussi à reprendre mes études universitaires. Mais je veux aussi donner une partie de cet argent pour aider des filles et garçons comme moi. J'ai vu ce que ces organisations peuvent accomplir pour une personne, et je veux qu'elles puissent faire la même chose pour beaucoup d'autres. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire pour l'instant, mais on ne sait jamais. Si quelque chose de nouveau se produit, je referai peut-être une mise à jour. Sinon, ceci sera mon dernier message. Et même si je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les autres mises à jour, je veux vous remercier encore une fois, au cas où on ne se reverrait pas. Puisse le monde avoir plus de gens comme vous, et moins comme certaines parties de ma famille.